Pas difficile de succéder. Vous avez vu que c'était une jeune génération. Hein. Alors là, c'est la génération d'avant. Et on a quand même, avec bonheur, je constate que le souci du terrain revient. Mais il me semble quand même que les nombreux contacts que j'ai eus avec les collègues belges fait que la Belgique a gardé beaucoup plus de contact du terrain par rapport à mes collègues français qui sont, à mon goût, trop modélisateurs. Le modèle, j'ai rien contre, mais rien ne vaut le terrain. En plus, c'est beaucoup plus marrant. Je ne sais pas si le terrain est quand même plus marrant que l'ordinateur. Sur cette notion de génération, alors désolé, je n'utilise pas PowerPoint, parce que je ne suis pas de cette génération-là. Les pères jésuites m'ont appris à prêcher, alors je vais prêcher. Donc, j'utilise un tableau. Alors, il ne m'a pas mis un tableau noir, mais bon, c'est un tableau blanc. C'est toujours une gageure parce que on nous demande en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, de vous exposer clairement ce qu'on a mis 40 ans à comprendre. Et au bout des 40 et quelques années, on s'aperçoit qu'on a dit des conneries, alors des bonnes. Le tout, c'est d'avoir un peu d'humour, puisqu'il n'y a pas de progrès sans erreur corrigée. Reconnue et corrigée. Alors, c'est toujours pareil, hein, je m'aperçois que vous devez être comme nos voisins français. Je pense que dans cette salle, il y a à peu près toutes les opinions, toutes les formations. Vous avez des producteurs bio, vous avez des producteurs conventionnels. J'ai entendu ce matin beaucoup parler de TCS, etc., etc. Et j'aimerais vous poser une question, commencer par une question. Quel est le point commun entre toutes ces techniques agricoles que sont la bio, la biodynamie, les TCS, le conventionnel, le traditionnel, je vous expliquerai dans un instant d'où je viens, c'est archi-traditionnel. Il y a un point commun absolu qui va nous mettre tout de suite à l'aise. Lequel? Ah oui, c'est parce que vous êtes des gens positifs. J'ai remarqué que les Belges étaient très positifs. Le sol, le souci de la planète, l'avenir, etc. Bon, le point commun entre toutes ces techniques, c'est l'aptitude de l'espèce humaine à faire des conneries. Alors on les fait en bio, on les fait en conventionnel, on les fait en biodynamie, on les fait en TCS. Ça veut dire qu'il n'y a pas de technique agricole sans erreur. Et je considère que mon boulot, c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire, j'en sais rien, c'est d'abord de vous dire quelles sont les grosses erreurs à pas commettre. Le conseil agricole, c'est pas dire ce qu'il faut faire, c'est dire ce qu'il ne faut pas faire. Alors pour ça, il faut qu'on ait un modèle, il faut qu'on ait une petite expérience quand même, il faut qu'on ait un modèle de connaissance, et puis à partir de là, grâce à de la polémique bien vue, c'est-à-dire on n'est pas d'accord avec tout, on a observé des choses, et on va essayer d'amener des explications. Alors le gros avantage qu'on a en agriculture, en pédologie, etc., c'est que partout sur la planète, il existe toujours un cas exactement comme vous avez dit. Mais alors vraiment exactement. Donc, j'ai raison. Mais vous, pour me contredire, vous pouvez toujours trouver un cas exactement contraire. Alors, moi, ça m'a donné beaucoup d'humour. Vous pouvez, même vous devez ne pas être d'accord. Moi, je vais vous amener une information, c'est celle que j'ai collectée tout au long de ma longue carrière, et je ne prétends absolument pas avoir trouvé la vérité. Si par hasard je prétendais, je vous dirais, allez demander à ma femme ce qu'elle en pense. Personne ne peut prétendre avoir la vérité, trouver la bonne solution. Non, ça y est, moi j'ai trouvé. Les sauveurs de planète, on en a beaucoup en ce moment. C'est un peu agaçant d'ailleurs. En général, ils sont meneurs de leçons en plus. Ça, c'est vraiment... Donc, on va essayer de naviguer là-dedans. Alors, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Vous pouvez critiquer, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Je ne m'en sentirai pas ni meurtri, ni vexé. Au contraire, j'ai horreur des salles qui bougent pas. Comme... Donc, tout à l'heure, j'ai été présenté comme géologue. Je suis en effet géologue de formation. Et j'ai longtemps travaillé sur l'origine du vivant sur Terre, conditions de développement du vivant sur Terre. C'était vachement bien. 1, j'étais jeune. 2, on était 1 milliard, 2 milliards d'années en arrière. On peut raconter ce qu'on veut. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de... Donc c'était très sympathique. Ça me fait une bonne java universitaire. Mais ensuite, j'ai mal tourné. J'ai fait de la pédologie. Et dans les années, ces glorieuses années 75-80, la pédologie, je me suis dit, ça va intéresser les agriculteurs. Non. Le sol a été un des grands oubliés des 30 Glorieuses, hein, surtout dans la zone tempérée.
Vous avez une chance inouïe, vous qui êtes dans la zone tempérée, c'est que vous avez les meilleures terres du monde et vous pouvez faire 3 générations de conneries avant que vraiment ça décolle. On est au bout, hein. Ce qu'on laisse à la génération d'après est un petit peu moins bien. Par contre, dans les systèmes tropicaux, dans les systèmes beaucoup plus agressifs, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, au début de ma carrière, moi, j'ai eu 2 casquettes. J'étais aux Nations Unies, c'est bien, c'était prestigieux, et j'avais 2 casquettes. La première, c'était la remise en culture des terres après bombardement chimique. À l'époque, on avait des guerres propres, conventionnelles, c'est simple. Hein, on travaillait joyeusement à bombarder toutes les populations, et après, on envoyait des experts pour remettre tout ça en route. Tout était bien. C'est bien beaucoup moins flou qu'aujourd'hui. Ce qui m'a permis de voir à peu près toutes les zones de conflit, et de 2 choses l'une, où vous prenez ça au premier degré et vous tirez le mal à la tête. Visiblement, c'est pas ce que j'ai fait. Alors, on a parfois un peu d'humour noir. N'en soyez pas surpris, hein, des fois j'ai des réflexions qui peuvent un peu chauffer. Bon. Puis la deuxième casquette, je m'occupais de la réinstallation définitive des personnes déplacées, des réfugiés. En général, quand on donne du terrain à des personnes déplacées, c'est le plus mauvais, et on devait les mettre en autonomie alimentaire 3 ou 4 ans, si possible. Alors c'est vrai qu'on est toujours tributaire de sa formation, et j'ai gardé de cette époque-là, outre un facteur humain absolument colossal, un travers. C'est que j'ai trop vu des gens mourir de faim pour aujourd'hui supporter que des terres parfaitement cultivables soient mal cultivées. Et un certain nombre de techniques dites alternatives aujourd'hui sont des techniques pour ne pas produire. Alors on respecte la planète, on a un sol qui est merveilleux, mais il ne produit pas. Cherchez l'erreur. Ça, je supporte pas. On a des sols qui ont des potentiels, plus ou moins forts, plus ou moins exprimés, et le génie humain, depuis l'invention de l'agriculture, ça a été de faire parler ce potentiel pour produire généralement des plantes qui n'ont rien à faire là où on les met. Tu évoquais tout à l'heure la vigne, c'est un des plus beaux exemples qu'on ait. Pour diverses raisons, la vigne, on la trouve partout au monde. Hein, et elle n'est absolument pas dans son système ni naturel, ni climatique, ni ce que vous voudrez. C'est une véritable invention de l'homme pour son vice et sa vertu. J'aime bien. Donc, quand on me dit l'agriculture totalement naturelle qui laisserait faire moment nature, ça s'appelle le syndrome de Marie-Antoinette. C'est pas parce que vous avez un mouton dans les bras que vous êtes un éleveur. Et donc, la définition d'un potentiel, c'est quelque chose qui va être important et qui va nécessiter, là encore, énormément de connaissances et énormément, j'allais dire, d'humour, parce qu'on n'a jamais exactement les informations qu'on voudrait. Donc moi, je vais vous proposer une certaine relecture, un éclairage de choses connues depuis très longtemps, que ce soit en pédologie, en géologie ou en agriculture. Il est vrai aussi qu'il faudrait quand même qu'on revienne un petit peu plus à des fondamentaux de l'agronomie. Parce que la tradition agricole avait quand même mis au point un certain nombre de techniques qu'on a en partie abandonnées suite à des modèles où l'économie a pris le dessus. Par rapport à la réalité du sol, et on va voir que l'autonomie alimentaire, c'est quelque chose de très important et qui me tient d'autant plus à cœur que le pays d'où je viens, la France, n'est plus en autonomie alimentaire. Je ne sais pas pour la Belgique, mais je crains que vous ne le soyez plus non plus. Une grande partie de l'Europe n'est plus en autonomie alimentaire. Et ça vient essentiellement sur les modèles économiques des années 80. Ça peut être très dangereux, je ne vais pas faire le quart de Gaulle, mais l'autonomie alimentaire, c'est le nerf de la guerre au départ. C'est lorsque vous avez à manger, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, il y a une chose qui est absolument remarquable. Beaucoup de gens, notamment dans le monde occidental, ne savent plus ce que c'est que la soudure. Il y en a qui savent ce que c'est que la soudure. La soudure, c'est là pas par hasard que, pour des raisons historiques, c'est à peu près l'époque où se fait le carême. Tout simplement, il n'y a plus rien dans les greniers et il n'y a pas encore quelque chose dans les champs. Moralité, par une organisation assez remarquable, on a dit « Ah, tiens, on va serrer la ceinture à ce moment-là. »
eh bien la soudure dans une année très difficile avec des petites récoltes et avec les greniers n'étaient pas pleins à l'automne, et puis le printemps a du mal à venir, je vous garantis que vous avez une angoisse. Et c'est vrai que dans les pays en voie de développement où j'ai travaillé, j'ai retrouvé cette même angoisse chez les mamans, chez les mères. C'est pour ça d'ailleurs qu'une grande partie des programmes qu'on a pu faire contre certains aspects un petit peu trop traditionnels dans certains pays, ça a été avec les femmes. Parce que lorsque vous avez la table qui est vide, c'est toujours une cassure en plus. C'est ça qui est terrible, c'est comme ça. Donc si vous voulez, cette notion de soudure, eh ben, il ne faut pas la perdre de vue. Donc petit détail au point de vue origine, là, tout à l'heure je viens pas de si loin que ça, hein, je suis jurassien. Bon, enfin je suis tellement près de la frontière que je suis quasiment suisse, ce qui est très commode pour le contre. Bon. En ce moment les journalistes nous font un peu la guerre, mais c'est pas grave. Donc, le sujet étant la matière organique, mais on pourra essentiellement varier en fonction des questions-réponses. Hein. Si vous avez des questions, ou si vous voulez avoir des précisions, vous le demandez. Maxime, je te laisse gérer le temps, parce que moi, une fois que je suis parti, je peux tenir comme ça des heures et des heures, il n'y a pas de problème. Donc pour la pause, c'est toi qui commence. On a le temps, c'est parti. Donc, avant d'aborder cette notion de matière organique, je voudrais revenir un peu sur le modèle agricole. Très souvent, on oppose la bio et le conventionnel. C'est une mauvaise manière de procéder. Surtout que ça repose sur des modes. Moi, j'essaie de voir deux définitions d'agriculture qui sont un petit peu différentes. Si vous voulez, alors c'est bon ça pour tout le monde au point de vue orientation. J'ai un objectif agricole. Mon objectif, normalement, c'est produire. Hein. Normalement. Donc on va garder cet objectif-là, je cherche à produire. Moi, je mets tout simplement un petit hiatus, c'est que quand je veux produire longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mes techniques agricoles détruisent l'outil de production qui est le sol, la technique n'est pas bonne. Alors on peut dire que les 30 glorieuses, la grande intensification des années 50 et post-50, a parfaitement répondu à la notion de production. Elle a nettement moins bien répondu à la notion de production pérenne. Parce qu'une grande partie des sols, pas tous, hein, parce qu'il y a des sols qui ont parfaitement supporté, d'autres moins. Et c'est en étudiant la manière dont ces sols ont supporté ou pas supporté l'intensification qu'on a pu définir un potentiel. Donc mon objectif, ça va être de produire, et cette production, je peux l'exprimer dans n'importe quel paramètre. Ça peut être du rendement, ça peut être de la qualité de ceci ou de cela. Je suis dans une région, moi, qui est la production de comté, notamment en montagne, qui a été une des grandes inventions pour s'enrichir dans une zone où c'était très difficile de produire. Vous savez que chez nous, je suis à 800 mètres d'altitude, je ne suis pas loin de Mout, le point le plus froid de France. On a quand même un arrêt d'activité biologique de nos sols pendant plusieurs mois. On est un peu feignant sur les bords, ça nous conserve. Et donc, on a des systèmes de production relativement lents, et la mise au point d'un fromage comme le comté, qui est un fromage de très longue conservation, a été un moyen de valoriser. Donc, je pourrais l'exprimer dans différents éléments, y compris une notion économique. Mais je peux aussi l'exprimer en quantité de N, en quantité de P, en quantité de K. Ça, c'était le système NPK. Puis comme je suis plus malin que les autres, je vais rajouter le calcium, je vais rajouter le magnésium, je peux rajouter les 100 et quelques éléments de la table de Mendeleïev. Ça fait sérieux, c'est mieux. Mais j'exprime mon objectif en il le faudrait pour X quintaux de céréales, j'ai besoin de temps. La bonne logique a été de dire, à partir notamment de la recherche scientifique appliquée à l'agriculture, c'est-à-dire grosso modo 1800, hein, un petit peu après la Révolution, voire un petit peu avant la Révolution française, eh bien on a dit combien le sol peut me produire de N, de P, de K, de Ca, de Mg, etc. Alors au début, les chercheurs, ils ont analysé le sol d'une manière totale, comme on savait le faire en géochimie. On crame tout ça à haute température, à haute pression, et on dose. Et on s'aperçoit que, notamment dans toute la péninsule européenne, il y a de tout partout. À part quelques rares affleurements de quartzite qui contiennent de la silice et quelques éléments, dans la plupart des autres, on a énormément d'éléments, mais très vite, les chercheurs se sont aperçus que la plante ne prenait pas tout.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? Pendant des décennies, pendant plusieurs siècles maintenant, on a essayé de mettre au point des techniques qui permettent d'extraire dans le total des éléments la fraction considérée comme utilisable par les plantes. Et c'est à partir de là que commence à y avoir un hiatus. Quand on dit considérer comme, aucune technique de laboratoire ne permet exactement de connaître ce qu'une plante est capable de prendre. Aucune. Notamment les analyses de routine. On admet que je continue ma logique. Si je considère qu'il me faut tant de N et que mon sol me fournit une quantité de N que je considère comme directement utilisable, je vais donc chercher à apporter la différence. Quoi de plus logique? C'est totalement logique. Donc je vais faire N moins petit n, B moins B, etc., etc. Mais comme je suis quand même quelqu'un de futé, je vais essayer d'apporter cet élément sous la forme considérée comme la plus facilement utilisable par les plantes. Et à ce moment-là, de logique en logique, d'année en année, on va aboutir à la notion de fertilisation soluble, en considérant que seul ce qui est soluble ou rapidement solubilisable est utilisé par la plante. C'est une logique absolue, ça. Elle est fausse, mais c'est une logique. Parce que, et je dis qu'elle est fausse, parce que on va voir qu'au fur et à mesure de l'évolution de cette logique-là, avec des coefficients de sécurité, pourquoi on a mis des coefficients de sécurité? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on s'est aperçu que ça ne marchait pas tout à fait comme ça dans tous les sols. Puis la deuxième, il y a un intérêt économique dans la fourniture des dits engrais. La conjugaison des deux a fait qu'on a abouti à des doses très nettement supérieures d'apport par rapport à l'utilisation réelle. Qu'est devenue la différence? C'est parti dans l'eau, c'est parti dans le sol, c'est parti rétrogradé à la roche, etc. J'appelle cette technique la substitution, c'est-à-dire que je vais essayer de remplacer ce que je considère comme non disponible dans la nature. Alors ça, c'est la base de l'agronomie dite intensive, l'agronomie à base d'éléments solubles, et c'est là où je m'aperçois que cet équivalent de substitution, il existe aussi en bio, dans la mesure où aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a une certaine dérive, et je l'ai vu énormément, notamment dans les productions tropicales, où la production bio consiste simplement à utiliser des engrais autorisés en bio. Mais le raisonnement est le même. C'est de la substitution. Et pour moi, ce n'est pas valable. Si je reprends mon objectif, j'aurai toujours le même objectif. Parce que je dois produire, j'insiste lourdement, je veux produire. Là encore, j'ai beaucoup travaillé avec un grand spécialiste de la matière organique qui est Jacques Petit au Canada, qui est canadien, un des anciens fondateurs du Centre de développement d'agrobio du Québec. Et on a eu la chance d'aller à peu près tous les systèmes de production du monde, voir le rôle de la matière organique et comment l'utiliser. Et c'est vrai qu'en bon nord-américain, il m'a influencé. Moi, je suis ouvert à toutes les techniques agricoles, je suis ouvert à tout, même la danse de la pluie, à deux conditions. Il faut que ça marche et il faut que ça paye. Un agriculteur qui n'arrive pas à se sortir un salaire avec sa production, pour moi, c'est un constat d'échec. Et c'est vrai que le système européen, ou d'ailleurs le système mondial hyper subventionné, finit par nous faire perdre cette réalité-là. Alors là encore, très souvent, quand je vois des techniques modernes, ou dites alternatives, que d'ailleurs sont très très prisées en ce moment par beaucoup d'hommes et de femmes politiques au niveau européen. Ça marche plus ou moins et ça ne paye pas. Au moins, c'est pas valable. Donc vous voyez, là, je serai très abrupt là-dessus sur des réponses à certaines techniques. Par contre, si je reviens à mon système, j'ai toujours mon objectif. Et au lieu d'essayer de savoir ce qui est considéré comme utilisable par la plante dans les sols, je vais tout simplement voir, je vais doser ce qui est facilement mobilisable. Alors ça veut dire quoi la différence? Ça veut dire que ce qui est facilement mobilisable, on va avoir tout simplement une notion d'extraction du produit avec un niveau d'énergie d'extraction. Et ça, on est beaucoup plus près
de la possibilité de mobiliser un élément, soit par voie géochimique, soit par voie biologique, c'est-à-dire par voie de microbes, en faisant fonctionner le sol. Donc, je vais faire la réserve géologique facilement mobilisable. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion-là, qui est une notion liée à la décomposition des roches. Une roche brute contient des éléments, une roche qui commence à se décomposer, on dit altérée, ne va pas du tout les libérer à la même vitesse et à la même force. Et cette réserve-là, je vais la mobiliser grâce à un système vieux comme le monde, qui est le système de l'activité biologique intense, c'est-à-dire l'activité des microbes. Mais là encore, je ne vais pas apporter ce qui manque, je vais essayer de voir si je peux mobiliser la réserve en stimulant l'activité biologique intense du sol. Il y a un petit corollaire là-dedans. Je ne peux pas mobiliser ce qui n'existe pas. Si, dans mon dosage de ma réserve facilement mobilisable, il y a un élément qui manque, il faudra que je l'apporte. Soit je l'apporte sous forme soluble, ancien raisonnement, soit sous forme, à son tour, facilement mobilisable. Et c'est là où l'activité biologique intense, que je vais distinguer de l'activité biologique totale. Pourquoi? Tout simplement parce que l'activité biologique totale est un système totalement hors d'un objectif agricole, c'est un système naturel qui fonctionne. L'agriculteur a intérêt à optimiser l'activité biologique, autrement dit à la stimuler, pour pouvoir mobiliser ces éléments. Ça n'enlève strictement pas le fait que je puisse apporter les engrais. Mais je ne vais plus apporter tout ce qui manque, je ne vais apporter que ce que le sol n'est pas capable de me mobiliser. Et je peux vous dire que dans la zone tempérée, lorsque vous utilisez notamment les matières organiques, qui va être un des éléments fondamentaux de l'activité biologique intense, vous n'avez pratiquement pas beaucoup d'éléments à rapporter. Ne n'avez pas droit à l'erreur, parce que vous allez avoir des aléas climatiques, sachant que l'activité biologique intense, vous savez, chez moi, il paraît qu'on est froid, c'est des petits froids pour les Canadiens, cette année on a eu moins 18, un grand froid. Mais à moins 18, ça ne fonctionne pas beaucoup. Donc, je vais avoir des problèmes d'aléas climatiques contre lequel je considère que l'utilisation d'un engrais soluble à ce moment-là peut être une réponse agronomique tout simplement pour que ça produise momentanément sur une mauvaise année. Alors l'avantage avec ce système d'optimisation, c'est tout ce que j'ai développé dans toute ma carrière, c'est l'optimisation du système naturel. Il y a eu un gros avantage. Pour les bio, j'ai été trop chimique, pour les chimies, j'ai été trop bio, finalement j'ai été contre tout le monde. C'est pas pour me déplaire. Puisque c'est seulement de l'échange d'idées contraires qu'on va progresser. Imaginons qu'on soit tous d'accord, là, tout le monde serait très content, tous ces écolos qui sauvent la planète. On va faire presque une émission de télé, vous voyez. Non, ça m'intéresse pas. Donc on va voir que la matière organique, eh ben, ça va être un des éléments fondamentaux de l'agriculture. Et pour moi, il n'y a pas d'agriculture possible sans matière organique. Et je l'évoquais tout à l'heure avec un tropicaliste, avec quelqu'un qui connaît l'Afrique, qui connaît les zones tropicales. Un des grands drames de l'Afrique aujourd'hui, qui a été un des drames de l'Inde il y a pas mal d'années, c'est l'ignorance ou l'incapacité à utiliser correctement les matières organiques. Si l'Afrique, même les latérites africaines, qui sont des sols géologiquement en fin de parcours, étaient correctement managés avec une gestion organique adaptée, l'Afrique exporterait massivement. C'est peut-être là la vraie raison des plans de développement qui ne tiennent pas compte de la matière organique. Et c'est pas pour autant, vous verrez, j'utiliserai pas le terme bio. Pour moi, j'utilise beaucoup plus le terme américain ou anglais de organic farming, la gestion organique. Une agriculture sans gestion organique, elle est impossible. D'après moi. Je devrais dire une agriculture autonome, parce que là, j'en suis sûr qu'elle est impossible.
Après, c'est pas n'importe quelle matière organique, c'est pas n'importe comment. Il nous faut quand même quelques éclairages. Et ces éclairages, eh ben, on va essayer de voir si on peut s'amener quelques éléments de réflexion. Alors là encore, tout à l'heure, tu disais, avec notamment les cycles de classification des sols, on arrive à des choses absolument merveilleuses. Je pense que les pédologues, pourtant j'en suis un, à l'instar des médecins et des informaticiens, ont un vocabulaire à la coucher dehors, absolument effrayant. Je pense que ça a été un gros frein à l'utilisation en agriculture. C'est une analyse personnelle. Mais, vous savez, quand vous mettez... moi, j'ai vu le père du chauffour et nain se battre autour d'un trou. Ben, il y en a un qui appelait ça le profil cultural, l'autre qui appelait ça un profil pédo. Ils utilisaient la lixiviation, la kéluviation, vous voyez, tous des mots un peu à les coucher dehors. Alors qu'il eût été plus simple, à mon avis, d'utiliser le terme lessivage que tout le monde connaît, puis lessivage des complexes pour l'un, lessivage de ceci pour l'autre, ça aurait été plus compréhensible. Mais peut-être que ce n'était pas le but d'être compréhensible. Ça, je suis méchant, là. Mais non, on reste entre nous, vous savez, il n'y a pas beaucoup de monde qui avoue qu'il ne sait pas. Quand vous avez deux grands spécialistes qui discutent, vous êtes à côté, vous êtes très content d'avoir été invité, ou vous êtes jeune étudiant, que vous avez vos profs qui sont là. Alors ils utilisent un vocabulaire et vous faites comme ça, comme si vous comprenez. Si vous analysez un petit peu, vous savez, c'est un petit peu comme la formule d'Einstein. Tout le monde la connaît, mais qui vous l'expliquera? Alors on fait comme ça parce que pour faire croire qu'on sait. Mais non, dites que vous ne savez pas, c'est mieux. C'est plus rigolo. Et ça met généralement mal à l'aise ceux qui croient ça. Un petit truc en passant comme ça. Bon. Donc la matière organique, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça fait quoi? Alors là encore, je ne vais pas beaucoup utiliser le terme scientifique, je m'en excuse auprès des scientifiques. Je vais essayer d'éclairer et de sortir de l'information avec un objectif précis. Qu'est-ce que j'en fais, moi, paysan? Petit détail, je n'ai pas de formation d'agronome. Toute l'agronomie que j'ai apprise, je l'ai apprise avec les agriculteurs sur le terrain. Ça donne un peu les limites et l'intérêt des choses. Donc cette matière organique, eh bien, on va essayer de voir déjà un petit chiffre. La matière organique en volume, en poids, c'est pas énorme dans nos sols. Bon, je ne parle pas du Jura, on est particulier. Mais on peut dire grosso modo que la matière organique, c'est quoi? 2 à 10%, ça vous va comme échelle? 12? Vous avez mieux 12? Ouais? 2%? Ah, c'est en dessous de 2? Ouais, les Belges et tout là. Et oui, ça existe. Allez dans le Beaujolais, on est à 0,6, 0,7. Donc on va dire, la matière organique, allez, on va faire un intervalle large. Parce que moi, dans mon Jura, là-bas en altitude, comme on ne bosse pas beaucoup, on est entre 18 et 27%. C'est la matière organique qui ne tourne pas. Elle est un peu feignasse sur les bords. Comme ça. On va voir pourquoi d'ailleurs. Donc on va mettre, allez, on va se mettre 12%. Ça veut donc dire qu'un sol, c'est quoi? C'est 88 à 99,5% de minéral. Vous êtes d'accord ou pas? Moralité, la matière organique, c'est quelque chose qui, en volume et en poids, ne représente pas grand-chose. Donc, moralité, elle évolue à vitesse relativement vite. On va voir qu'il y a quand même des gros écarts là-dedans. Donc, l'importance de la matière organique, ce n'est pas dans son volume ou dans son poids. L'importance, ça va être dans ses fonctions. Et dans le mot fonction, il y a le mot fonctionnement. Là encore, énormément d'erreurs, et tout de suite j'insiste là-dessus, les gens sont très contents, les agriculteurs sont très contents, ils étaient à 1% de matière organique et en 3 ans ils sont repassés à 2,5%. On est content, hein? On est passé à un taux de carbone que multiplié à 72, on est monté. Ça veut dire que votre sol ne tourne pas, ça. Il tourne mal. Une remontée aussi rapide, il y a un problème. Une baisse rapide, il y a un problème. Alors quel est le bon niveau? Ça dépend. Ça va dépendre justement de la fraction minérale, de sa qualité, de la manière dont la matière minérale et la matière organique sont agencées. Est-ce qu'ils sont simplement juxtaposés? Est-ce qu'ils sont réellement conjugués? Est-ce qu'il y a des liaisons particulières entre les deux? Tout ça fait que la simple mesure du carbone que multiplie en 72 ou d'autres techniques de labo est très nettement insuffisante pour pouvoir caractériser le fonctionnement des matières organiques. Alors ça, les pédologues le savent depuis les années
un peu avant 1950. Quand même d'ailleurs remarquable qu'on peut grosso modo admettre que les grandes lois de fonctionnement des matières organiques sont connues depuis les années 65, grosso modo. Et que l'application agricole aujourd'hui, on entend encore d'énormes sottises. Une sottise qu'on entend et qu'on voit dans la littérature, la matière organique structure les sols. C'est absolument faux. La matière organique ne structure pas. C'est la matière organique qui fonctionne qui structure le sol. Pas la matière organique qui ne fonctionne pas celle qui s'accumule. Ça va être un des grands indicateurs. Donc on va déjà essayer de savoir d'où ça vient. La matière organique des sols provient toujours d'un organisme vivant qui est mort. Toujours. Alors, il y a peut-être 0 et quelques pourcents d'autres choses. Mais grosso modo, depuis l'existence du vivant sur la planète, la matière organique provient de la mort d'organismes vivants. Alors moi je fais un végétal, on va voir pourquoi. Parce qu'au départ, la matière organique, au point de vue chimique, c'est des matières composées de carbone, des chaînes carbonées, puisque toutes les chaînes carbonées sont des matières organiques. Tous les composés du carbone sont des chaînes organiques, à l'exception du carbone lui-même et du CO2, qui appartiennent à la chimie minérale. Ça, c'est pour le fun, c'est pour la culture. Donc, la matière organique, elle est faite par des organismes vivants, capables de prendre de l'énergie libre, en l'occurrence l'énergie lumineuse, et de l'accrocher entre du carbone, en récupérant du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, dans l'eau et dans le gaz carbonique. Et avec ça, je vais faire ce petit zigouillou-là, c'est de l'énergie de liaison. Alors, un polychimiste, je précise tout de suite que je saute une étape, puisqu'au départ c'est une aldéhyde, c'est OH, et que dans le système oxydant qu'on a, on va avoir toujours un radical acide. Donc, le vivant, première grande contradiction, le vivant ne sait fabriquer que de l'acide et l'acide le tue. C'est ça, Non, c'est tout simplement un système d'autorégulation, ça permet que la biomasse ne soit pas infinie. Mais au point de vue organique, vous avez du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et des liaisons, de l'énergie. C'est tout simplement le premier principe de thermodynamique qui fait que de l'énergie lumineuse est transformée en énergie de liaison chimique. Les autres énergies étant l'électricité, la chaleur, tout ça sont des formes d'énergie. Et on va voir que, par exemple, dans un tas de compost qui fermente, il y a de la chaleur qui se dégage, donc il perd de l'énergie. C'est de l'énergie de destruction de la matière organique. Là aussi, au point de vue pratique, on verra qu'il y a une influence directe sur la manière de travailler ces matières organiques. Simplement, cette réaction-là, elle doit nécessairement se faire à température et à pression relativement basse. Or, comment s'appelle en chimie le processus qui consiste à abaisser la température et la pression d'une réaction? La catalyse. Et la catalyse, ici, la fonction chlorophyllienne, je rappelle que la fonction chlorophyllienne, le vivant a mis quelques millions d'années, centaines de millions d'années pour l'inventer. Avant la fonction chlorophyllienne, il semble qu'il y ait eu une fonction un tout petit peu différente, qu'on trouve encore notamment chez les algues bleues, qui ne fonctionnait pas sur le fer et le manganèse comme le fait la fonction chlorophyllienne. Mais là aussi, c'est pour le faire. Donc, ici, je vais avoir besoin de catalyseurs. Et les catalyseurs sont tous dérivés des métaux de transition. Les métaux de transition, ce sont les métaux qui, dans la table de Mendeleïev, entourent le fer. Donc, ces métaux-là viennent nécessairement de la roche. Ils n'existent pas dans l'atmosphère. Vous voyez que la plupart des éléments qui constituent la matière organique viennent de l'atmosphère, mais pas les catalyseurs. Les catalyseurs viennent nécessairement de la roche et il faut qu'ils soient mobilisés. Donc, au départ, la matière organique, c'est toujours des éléments minéraux associés par des liens d'énergie. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que le fonctionnement de la matière organique dans le sol. Lorsque la plante, là, meurt,
eh bien ces matières-là vont être décomposées. Et la décomposition des matières organiques, c'est essentiellement quoi comme processus chimique? De l'oxydation. C'est de la combustion. C'est de l'oxydation. Le vivant étant en permanence un jeu entre le redox, entre le système d'oxydoréduction, avec des systèmes hyper compliqués, hyper sophistiqués, en escalier, etc. N'entrons pas dans le détail, on va garder uniquement les grandes lois qui vont nous intéresser. La construction de la matière organique, ça s'appelle l'organisation. C'est comme ça, hein, c'est un mot. Là aussi, il faut faire un peu de vocabulaire. Et lorsque la matière organique va être décomposée, elle va reperdre ses éléments. Moralité, qu'est-ce que ça va me donner, ça? Ça va me donner du gaz carbonique, de l'eau, les éléments qui étaient présents dedans, les autres minéraux, les catalyseurs ou assimilés aux catalyseurs, je pense au phosphore qui a un rôle catalytique très particulier, et lequel élément qui va rester là, qui s'en va, qui est toujours oublié en agriculture? L'énergie. Cette énergie, elle part comment? Alors là, il y a des petites lois de thermodynamique, je ne vais pas entrer dans le détail, ça me mettrait trop loin, mais elle ne peut pas être utilisée, vous savez, le premier principe, il n'est pas à 100%. Hein. À chaque tour, il y a un peu de perte. Cette énergie, il y a à la fois de la chaleur, autrement dit de l'énergie libre, et puis de l'énergie qui va être récupérée par les organismes hétérotrophes, c'est-à-dire des microbes, qui vont être, on va d'ailleurs dire décomposeurs, mais la matière organique, et c'est là où je voulais en arriver dans une première étape, la matière organique, c'est essentiellement une source d'énergie pour les organismes microbiens. Il y a une condition absolue pour ça en agricole. Pour que les microbes travaillent assez vite par rapport à vos objectifs de production, il faut que la fraction d'énergie rapidement réutilisable reste assez élevée. C'est pour ça que quand vous avez des systèmes de très très vieux compost, par exemple, qui ont perdu une grande partie de leur énergie facilement récupérable, vous avez derrière un mauvais fonctionnement de la matière organique qui fait dire et qui fait écrire encore aujourd'hui, quand vous passez en bio, il y a obligatoirement une chute de rendement. C'est tout à fait constaté et ça vient d'une mauvaise pratique, c'est-à-dire qu'on a mal suggéré l'énergie rapidement récupérable. On va revenir là-dessus. Cette énergie-là, on va l'appeler combinée, hein, c'est l'énergie combinée. Alors vous voyez que le gaz carbonique et l'eau vont repartir chez papa dans l'atmosphère, les minéraux vont repartir dans le monde minéral, et l'énergie, il y en a une partie qui repart sous forme d'énergie libre, et l'autre partie qui va être, ça c'est du travail, hein, quand elle est combinée, qui va être réutilisée par le monde microbien. Donc le fonctionnement de nos microbes va dépendre essentiellement de la vitesse à laquelle ils vont pouvoir récupérer de l'énergie, afin de faire quoi? Ben, c'est la vieille loi du vivant depuis le début de l'apparition du vivant sur la planète. Vous savez que c'est très simple. Hein. Quand on définit la vie, vous savez, on est carrément bergsonien, on adore des définitions merveilleuses. La vie, c'est très simple. Tu bouffes, tu niques, tu meurs. Je suis d'accord que c'est un peu réducteur, mais quand vous regardez bien, c'est à peu près ça. Donc, les microbes, eux, vont récupérer de l'énergie, ils vont donc se nourrir, se multiplier, mourir et à leur tour servir de matière organique, et notamment un certain nombre de perturbations du cycle azoté viennent de ce système-là. C'est que l'azote est incorporé dans le corps microbien et n'est libéré qu'à la mort du microbe. Moralité, ça peut être trop tard pour votre culture. Vous avez une concurrence entre le microbe et la culture. Donc ça, ben, on va voir qu'en pratique, eh ben, on va pouvoir sortir des choses très très pratiques. Faut-il que je travaille mes fumiers? Est-ce que le compostage est la solution à tout? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Des choses très très pratiques qu'on va relier à cette approche-là. Deuxième type d'approche, c'est que
Là, j'ai quand même simplifié énormément, c'est volontaire. Je vous ai donné qu'un radical acide. Si je l'avais doublé, ça aurait fait un acide oxalique. Si je l'avais quadruplé, ça aurait fait un acide tartrique, etc., etc. Mais une des caractéristiques du carbone, c'est de pouvoir donner des chaînes de plus en plus complexes. Donc, plus une chaîne va être complexe, plus elle va avoir d'énergie cumulée, mais plus cette énergie va être difficile à récupérer. Exemple, le bois a une très grosse énergie, elle n'est pas si facile que ça à récupérer. Et vous le savez mieux que moi, il y en a qui se chauffent au bois quand même dans cette salle. Ça existe encore, c'est pas encore interdit en Belgique, non? Ça va? Ah non, parce que c'est tellement polluant qu'on va interdire le bois. Hein, attendez. Chauffez-vous à l'électricité nucléaire, parce que ça ne fait pas de CO2. Ça fait d'autres problèmes. Bon, mais vous prenez une énorme bûche de bois, une grosse bûche, puis vous l'allumez avec une allumette. Ben vous allez vous l'écailler. Enfin, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'avez pas le relais entre votre allumette et votre gros bois. Eh bien, là encore, en agricole, cette image, c'est une image, c'est une illustration, elle est très utile. Quand vous avez des matières organiques terriblement structurées, terriblement compliquées, ben, la vitesse de récupération, elle n'est pas assez rapide. Et donc, votre sol tourne. Pour lui-même, il est bien, il est impeccable. Mais pour l'agriculture, ça ne marche pas. Donnez-moi un exemple d'un sol qui tourne comme ça, très lentement, avec des à-coups saisonniers, et qui est parfaitement adapté à la culture qu'il porte, qui aujourd'hui fait du délire. La forêt. Vous voyez, la forêt, il paraît que tous nos sols viennent de la forêt. Il faut les andouilles pour raconter ça. Qui sortent un peu après la messe le dimanche. Hein. C'est un petit peu plus compliqué. La forêt est un système, les arbres, tous les arbres fonctionnent sur un système de 2 ans. Ils accumulent de la réserve. Et réserve de quoi? D'énergie. Amidon. Alors ça, ce que je vous cite, il faut quand même citer ces sources. Hein. C'est les travaux de Ulrich dans les années 50. Ils vont fabriquer, pendant l'ahoutement, à partir du mois d'août, à partir du juillet-août, ils vont fabriquer des réserves dans leur bois pour redémarrer la saison au printemps suivant, parce qu'ils savent, entre guillemets, je fais l'anthropomorphisme, ils savent que le sol forestier, au début de son fonctionnement, incarcère l'azote et le relibère que trop tard. Moralité, l'arbre, lui, il a développé une stratégie qui lui permet de s'adapter à ce système qu'il va pérenniser. Alors, quand on vous dit aujourd'hui qu'il faut revenir à l'origine des sols forestiers, et que je te parle du PRF et des choses comme ça, ça s'appelle des incompétents. Ça ne marche pas, ça paye trop. Pourquoi? Ben, la concurrence sur l'azote, tout bête. C'est-à-dire que vous faites votre bilan en chiffres. Il est bon votre bilan, il n'y a pas de problème. Mais c'est au bon moment. Quand votre azote arrive pour une plante qu'on a besoin en avril et que l'azote est là en mai, je suis désolé, ça foire. C'est con, mais c'est comme ça. La minéralisation doit se faire au bon moment. Là, ça commence à être technique de chez technique. Parce que piloter la minéralisation des matières organiques pour que ça soit au top au bon moment, ça, c'est le fin de l'agriculture. 8000 ans de recherche derrière ça. On a un petit peu oublié ça en agronomie. Vous ne trouvez pas, vous, non? Des fois? Parce que l'équivalent NPK du fumier, s'en fout. Hein. C'est secondaire. Je n'ai pas dit que c'était nul. Non, des fois je l'aurais dit, mais là je suis un peu plus poli. C'est secondaire. Le primaire, c'est la manière dont votre fumier va permettre la minéralisation et va lui-même être minéralisé. Simplement, les matières organiques, que ça soit dans les sols, que ça soit dans un fumier, que ça soit dans vous, hein, dans vous et moi, nous sommes tous faits de matière organique, et nous avons un certain nombre de composés là-dedans. On a des composés qui se dégradent très vite. Très vite, quelques minutes. Donnez-moi un exemple archi-courant en agriculture d'un produit organique qui se développe, qui se décompose très vite. L'urine. Grosso modo, 10 minutes à 20 minutes dans les sols à urer. C'est pas un composé du carbone, mais c'est quand même un reste organique. Donc vous avez des matières organiques très faciles à décomposer qu'on appelle des fugitifs.
Le sucre lui-même, très facile à décomposer. Ça fermente très vite ou ça minéralise très vite. Dans ces matières organiques, vous en avez des moyennement dégradables ou à vitesse moyenne. Et puis ainsi de suite jusqu'à des très très lents. Si je prends une classification totalement arbitraire, que j'ai décidé de faire en fonction du temps, eh bien, les matières organiques dans le sol, je vais avoir très rapide, moi je les ai appelés les MOF, pas les meufs, je les ai appelés les MOF, matières organiques faciles à décomposer. Après, vous avez des matières organiques qui vont être de l'ordre de la semaine. Vous allez être de l'ordre de la saison. Vous allez avoir des matières organiques qui sont de l'ordre de quelques années, etc., etc., sachant que les fractions les plus difficiles à dégrader, leur durée de vie dans les sols, c'est quel compartiment? De 500 à 5000 ans. Je laisse tomber les quelques matières organiques qui sont encore un peu plus de longue durée. Alors ne confondez pas les matières organiques fossiles et ce type de matière organique, parce que la matière organique fossile échappe en partie à ce raisonnement de décomposition puisqu'elle est protégée de la décomposition. Quel est le corps, quelle est la matière organique biologique la plus lentement dégradable ou qui va rester le plus longtemps dans le milieu où il se trouve? Comment? Alors les familinis, ça va arriver tout à l'heure. Les familinis, ça va arriver. Non, c'est tout simplement les corps gras. Quel est le corps gras le plus stable sur la planète? La cire. La cire. Les cires d'abeilles, etc. La cire qu'il y a sur la paille de blé. Vous savez que la paille de blé, elle est légèrement cirée. Cette cire-là, c'est epsilon, c'est une toute petite quantité. Dans le sol, elle va durer plusieurs siècles. Elle va être dans ce compartiment-là. Mais, cette fameuse 500 à 5000 ans, eh bien, elle va nous poser problème, notamment en agriculture, parce que, vous voyez, dans les matières organiques, dans toutes les matières organiques, que ce soit une herbe, que ce soit un bois, vous avez toujours toutes les fractions, mais dans des proportions différentes. Lorsque vous avez un fumier de ferme, vous allez avoir dedans du très rapide, qui va servir quasiment dans les semaines qui vont suivre. Vous en avez du un petit peu plus lent, puis vous avez la grande majorité qui va avoir une durée de vie inférieure à 10 ans. Il y a quand même une petite fraction, une petite. Mettons que ça soit 2%. Ces 2%, elle va rester dans le compartiment de 500 à 5000 ans, ou au moins de 100 à 500 ans. Si tous les ans vous en mettez, et que votre activité biologique intense n'est pas au top, eh bien, au bout de 15 ou 20 ans, cette quantité-là devient si importante qu'elle va s'opposer à la culture, tout simplement comme de l'incorporation de carbone. Exactement comme quand vous incorporez une paille. Et c'est ça le gros danger. Et tout à l'heure, on reviendra dessus, mais j'en ai parlé pas mal avec Frédéric Thomas, qui me disait, lui, il était très content, parce qu'il y a très rapidement, la matière organique revient, on a toute une série d'éléments qui vont être positifs. Je lui dis, méfie-toi, car ce fameux nini, je vais vous expliquer ce que c'est que le nini, c'est cette accumulation de matière organique ne devient dangereuse qu'au bout d'un nombre d'années très long, et pour le corriger, c'est très très long. Autant une erreur chimique, c'est facile à corriger, autant une erreur organique, c'est difficile à corriger. Et puis vous avez un certain nombre de sols qui ont un héritage organique déjà ancien. Vous prenez des sols très très riches en matière organique pour des raisons d'histoire pédologique, eux, ils n'ont surtout pas besoin qu'on augmente cette fraction. L'agriculteur, là, pendant 3-4 générations, comme un malade, il peut minéraliser, son sol tiendra le choc. Mais, à quelques kilomètres de là, dans une autre région, sur des sols qui, eux, n'ont pas cet héritage, la même technique va faire que le sol, en 10 ans, va être totalement dégradé. Vous voyez, c'est pour ça qu'en agricole, il n'y a jamais de techniques qui vont dans tous les sols, dans tous les systèmes. Il faut toujours regarder dans quel système il va y avoir des dégâts ou pas des dégâts. Et alors, vous avez aussi un certain nombre de pratiques agricoles sur lesquelles on va stabiliser la matière organique avant.
Et lorsque je citais le BRF qui lui a quoi? Il a très peu de fugitifs, il a un petit peu de moyens, et il a énormément de très lentement dégradables. Les essais qui ont été faits au Canada, parce que l'avantage du Canada et des États-Unis, c'est qu'ils font les conneries avant nous en plus grand. Donc c'est bon. Hein. Le professeur Lemieux a beaucoup travaillé là-dessus. Petit historique, hein, je le fais sur le BRF parce que bon, ça me monte en pression cette affaire. Le BRF au départ, c'est Hydro-Québec, l'équivalent d'EDF français. Il y a un EDF belge. Donc, l'équivalent Hydro-Québec, il entretient ces lignes, il avait des millions de mètres cubes de résidus d'entretien de ces lignes. Puis il a dit, il est allé voir l'université, dit donc, vous ne pourrez pas faire du pognon avec ça? C'est logique hein, comme raisonnement. On n'en sait rien, on va essayer. Alors on a essayé. Au début, on a fait des haricots, on a fait des patates. Alors les premières années, ça marche. Pourquoi? Le peu de fractions rapidement dégradables dans le bois de l'année, ça fait fonctionner. Mais la fraction stable année après année, et donc au bout de 5 à 6 ans, alors là, vous commencez à avoir des gros pépins. Et ces gros pépins se manifestent d'une manière très simple. La fin de l'azote. Moralité, les conclusions du professeur Lemieux avaient été, pour que ça puisse fonctionner, par centimètre de BRF, il faut 80 mètres cubes de lisier de porc à l'hectare. Cherchez l'erreur. C'est quand vous mettez 5 cm, et ça a été en grande partie interdit pour des raisons environnementales. Et voilà, c'est arrivé en France, alors le BRF, ça résout tout, hein. Ça résout tout. D'ailleurs, vous devriez en prendre en tisane le matin. Ça remplace la petite parole bleue, là, vous savez. Ah, tu vends avec ça. Non, mais ça m'énerve, vous ne pouvez pas imaginer. Non. Alors, ne partons pas là-dessus. Je reviens à ma décomposition. Toutes les matières organiques vont être décomposées. C'est une question de temps. Et en agricole, il faut à tout prix éviter l'accumulation, c'est-à-dire la minéralisation trop lente. Mais il y a quand même, dans le compartiment, jusqu'à 100 ans. Alors, on pourrait même mettre jusqu'à 50 ans. Vous voyez, c'est pas formel, hein, mon truc. C'est un tout arbitraire. Vous avez une petite partie, là, qui va être progressivement cassée en molécules, de moins en moins grosses, etc., pour arriver à ce qu'on appelle des colloïdes, et que moi j'appelle, c'est par dérision pour la science, ça, des petites éponges. Pourquoi j'appelle ça des petites éponges? Parce que c'est le deuxième grand rôle de la matière organique en agriculture. Le premier, on l'a vu, c'est la source d'énergie pour les organismes hétérotrophes, en l'occurrence les microbes. Et les deuxièmes, ça va être les petites éponges qui vont gérer l'eau, et notamment, qui vont être un énorme pouvoir tampon, pour gérer le ressuyage, pour gérer la mobilité de l'eau dans le sol. Quand vous travaillez en zone péridésertique, je vous garantis que ça, vous y pensez beaucoup plus vite que chez nous, parce qu'on n'a pas tout à fait le sentiment que ce soit les colloïdes organiques qui soient les grands patrons de cette affaire-là. Dans nos zones à nous, on pense toujours que ce sont les colloïdes minéraux, les sites, les microlimons et les argiles, malheureusement improprement appelées argiles, ce sont les petites particules, puisque je rappelle qu'un colloïde, c'est essentiellement un problème de taille. Ce sont des particules physiques en suspension dans l'eau, dans une concentration telle qu'elle a des propriétés particulières. Bon. Mais c'est essentiellement cet aspect de petite éponge, notamment dans les sols de craie. Vous évoquez les sols de craie, qui sont des sols très séchants. Il faut qu'on ait un niveau de petites éponges plus élevé que dans d'autres sols, tout simplement pour pouvoir mieux gérer la vitesse de dessèchement ou la vitesse de circulation de l'eau. Vous évoquez très souvent l'érosion. Hein. La matière organique, dans son rôle vis-à-vis de l'érosion, il y a deux rôles. Il y a d'une part dans l'aspect structure, c'est-à-dire la formation des agrégats, et d'autre part dans la nature même, dans la proportion même de ces fameuses petites éponges. Alors, vous allez me dire, mais ça commence à devenir compliqué, il faut que je pense à minéraliser. Parce que la minéralisation de vos microbes, c'est un truc vraiment intéressant. Pendant qu'ils récupèrent, eux, l'énergie dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils mettent dans le milieu? Ils remettent des éléments minéraux. Ça, c'est utilisable par les plantes. Mais en même temps, ces microbes
bien renforcés, qui sont devenus costauds, sont capables d'aller augmenter la vitesse de décomposition des roches, donc de mobiliser des éléments présents. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais de l'optimisation en parlant d'éléments faciles à mobiliser. Le principal mobilisateur, un des principaux mobilisateurs, ça va être l'activité biologique intense. Donc le travail des microbes. Le deuxième, ça va être de la géochimie, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus régional, c'est un peu plus spécifique, mais les deux vont jouer un rôle, sachant simplement qu'on va le voir dans un instant, les microbes, eux, ont besoin de conditions très particulières, bien précises, pour bosser. Et l'agriculteur durable, l'agriculteur de longue durée, c'est celui qui va mettre le milieu, c'est-à-dire le sol, dans les conditions optimales pour le fonctionnement des microbes. Dès que un de ces paramètres ne va pas être couvert, l'activité va chuter, et à ce moment-là, vous aurez un problème d'optimisation. Ça ne veut pas dire que ça ne pousse pas, hein. C'est bien là le malheur. Si ça s'arrêtait d'un seul coup, on serait bien mieux, parce que non, les a fait, surtout en zone tempérée, parce qu'il n'y a que des mauvaises années en agriculture, mais il y a quand même des moins mauvaises que d'autres. Il y a des pires aussi. On n'arrive pas à les amorcer, hein, ils sont méfiants, tu les as prévenus, c'est pas possible. L'habitude, ça mord beaucoup plus vite. Bon, alors, vous voyez là encore, je pourrais passer en revue les différents composés organiques. Je pourrais passer en revue les sucres. Prenons simplement la notion de sucre, amidon, cellulose. Vous voyez, sucre, c'est assez simple. Amidon, c'est un petit peu plus polymérisé. La cellulose, il y a un S, hein, là. La cellulose, c'est assez compliqué. Il y a de la cellulose très facile à décomposer, qui est comme le coton, par exemple. Puis il y a des celluloses limites de cristallisation, très difficiles à décomposer. La cellulose va ensuite être plus ou moins s'imprégner d'autres molécules, va vous donner les lignines. Les lignines qui commencent, alors c'est le bois, hein, c'est le bois. Et puis alors à la fin, qu'est-ce que vous avez encore qui est plus difficile à dégrader? Les subérines qui sont des corps gras, qui sont dérivés des corps gras, les écorces, le subère, vous n'avez jamais mis un bouchon de liège dans un fumier? Ah mais comme moi j'adore les essais de con, vous n'avez jamais essayé de mettre une botte de beurre dans un fumier? Après, la réutilisation est un peu dure, mais bon. Si votre fumier n'est pas monté trop en température, quoique même si le beurre devient liquide, il se décompose très mal. Très mal. Si par hasard votre fumier n'a pas chauffé, ben vous l'allez retrouver quasiment intact plusieurs mois après. Vous grattez un peu dessus, vous la recevez. Non, mais ça c'est pour faire suivre le monde, le grenier. Mais vous voyez que la subérine, les cires, tout ça. Donc là vous avez une petite, c'est très simplifié, mais vous voyez que par exemple, dans un n'importe quel végétal, vous avez toujours une proportion de tout ça. Toujours. Et même dans vos pailles, eh bien, puis vos serviettes de litière au fumier, vous allez avoir cet élément-là qui va être avec du relais. C'est pour ça qu'une des grandes découvertes de ma carrière, c'est qu'en agriculture, il n'y a rien comme le fumier de ferme. Alors c'est quoi le fumier de ferme? C'est des déjections avec la litière. Prenez les déjections tout seul. Quel est le gros problème des déjections? Mais alors gigantesque. Ouais, ça c'est pas gênant ça. Ça c'est pas gênant. Ça pue. C'est pas gênant. Allez, on va pas faire les chuchotes. Ça pue, mais c'est pas gênant. Comment? Non. Ah non. Voilà justement. Qu'est-ce que c'est qu'une merda? La merda, c'est un aliment qui a été digéré par un organisme qui cherchait quoi en premier? L'énergie. D'accord? Donc, un organisme rejette dans ces merdas à la fois du très minéralisé, c'est du minéral, c'est de l'azote, c'est du phosphore minéral, mais il rejette la matière organique qui n'a pas été décomposée par le dit organisme. Moralité, c'est très dur à décomposer. Ce qui n'a pas été décomposé à 40 degrés dans une panse de vache ne sera pas décomposé rapidement dans un sol. Rien n'est plus terrible que le lisier pour faire de l'accumulation organique de longue durée. Ça vous embouche un coin, hein, parce que vous auriez pensé que le lisier n'avait pas de durée de vie dans les sols. Ah!
Deuxième chose, normalement, l'animal, que ce soit vous, que ce soit la vache, il n'a cherché qu'à récupérer l'énergie. Qu'est-ce qu'il récupère en premier? À toute vitesse. Le sucre. Donc un lisier d'une vache en bonne santé ne contient pas de sucre. Moralité, il ne pourra pas faire fonctionner le sol. Vous le mélangez avec des pailles. La paille brute, il n'y a toujours pas de sucre ou très peu. Vous faites un petit compostage très rapide. Vous hydrolysez vos pailles, vous fabriquez du sucre. Moralité, rien ne vaut un fumier de ferme avec une paille hydrolysée pour faire fonctionner un sol. Les paysans le savaient depuis 8000 ans, ça, hein. Pas grave. Je leur ai déjà dit, c'est pour ça. Vous voyez, c'est des lois toutes simples. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis. Il n'y a rien de nouveau. Il y a simplement un éclairage. Hein, si vous regardez les éléments autrement, et c'est valable d'ailleurs pour tous les excréments, les gens qui utilisent notamment en bio les fientes de poule comme source d'azote. C'est riche en azote, c'est riche en calcium, c'est riche en phosphore. Il n'y a absolument pas de sucre, très peu de sucre. Donc ça ne peut pas faire fonctionner le sol. Ça ne peut pas faire fonctionner le sol. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est qu'il y a quand même des éleveurs dans cette salle. Hein? Comment vous faites une ration? Vous la basez sur quoi, votre ration? L'énergie azote? L'énergie, c'est quoi en élevage? Kilo d'orge? C'est le kilo d'orge, autrement dit, c'est de l'amidon. Eh bien, les microbes du sol fonctionnent exactement comme les microbes de la panse, simplement à une température un peu plus basse. Ils ont besoin d'azote, sous forme principalement ammoniacale d'ailleurs, et ils ont besoin de sucre comme source d'énergie facile à récupérer. S'il y a de l'énergie lourde, ils arriveront à la prendre, mais trop lentement. Ça va être un problème, l'agriculture est un problème de timing. Essentiellement un problème de timing. La minéralisation au bon moment. En parlant de timing, Yves, si tu vois qu'il y a une petite pause qui s'approche. Comme vous voulez, préparez des questions, mais ça ne bouge pas assez. Hein. On peut commencer peut-être une première salle de questions, je ne sais pas par Comme rapport vous à ce voulez. que tu poses. C'est vous les patrons, hein, moi vous faites ce que vous voulez. Mais y compris les critiquer aussi. Hein. Ouais, ça va. Un lisier plus paillaché n'a pas le même impact qu'un fumier? Alors, un lisier avec de la paille hachée, la meilleure utilisation du lisier, c'est sur les chaumes broyés. Bon. Alors, là encore, intégrer le timing d'hydrolyse des pailles. Hein. Plus vous allez hacher la paille finement, plus vous allez avoir une hydrolyse rapide, et à ce moment-là, vous allez avoir un fumier mou qui a la même valeur qu'un fumier de ferme. Oui. Là, la réponse est... Généralement, ça dépend, mais là, c'est oui. Et le lisier tout seul, nous on a des essais, notamment les lisiers en élevage, sur les prairies permanentes. Nous on a des prairies permanentes de 300 ans, des conservateurs là-dessus. Eh bien, le lisier pur sur ces prairies, en 7 à 14 ans, suivant le type de sol, suivant le type d'argile, etc., va vous modifier complètement la flore et va déstructurer le sol. Le même lisier que vous allez utiliser sur les chaumes, derrière les céréales, c'est pour ça d'ailleurs que de faire de la céréale en montagne, c'est pas seulement un besoin économique, c'est aussi qu'avec des réserves organiques comme on a, très stables, il faut à tout prix avoir du nerveux. Et le gros problème, mais j'ai mis des années moi pour comprendre, je disais, mais attends, le lisier, je faisais la même réflexion, le lisier c'est quand même soluble, etc. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça ne marchait pas. Donc on a cherché pourquoi. C'est là où on s'est aperçu que c'était un problème de sucre. Et c'est bête hein, comme truc, parce qu'on s'en est aperçu pour une toute autre raison. C'est qu'on avait un énorme problème d'odeur sur un éleveur qui était près de la ville de Genève. Alors les gens en ville sont tous écolos, mais ils ne veulent pas que ça pue. Or, la merde de canard ou le lisier de vache, ça pue, surtout quand vous brassez. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis du carbone, comme la lune. Et le carbone le moins cher, alors on a même utilisé du sucre, mais vous ne le direz pas, parce que ça c'était pour les essais, c'est un peu cher. Mais on a tout simplement utilisé des bouchons de paille bien broyés, on a résolu le problème des odeurs. Et on s'est aperçu au bout de quelques années, parce qu'on a fait un suivi, que la structure du sol, l'agrégation du sol par les mucus microbiens, par l'activité des microbes, s'améliorait. C'est là que j'ai dit, mais Conosaure, ça fait 30 ans que tu es là-dessus, c'est passe à côté. Et c'était essentiellement le fait qu'une déjection dans un animal sain n'a pas de sucre.
En moralité, si par hasard vous avez du sucre dans vos lisiers, votre sol va aller mieux, mais votre troupeau ira moins bien. Ça me laisse pas. Mais comment vous apportez alors du sucre au sol? La paille. C'est tout. Le problème du sucre, si vous voulez, là, regardez, vous décomposez la cellulose, elle va redonner des hémicelluloses, des sucres, tout simplement parce que c'est des polymères, le sucre. C'est des polymères. C'est pour ça que le fumier frais, entre nous, là, les agriculteurs, ça existe le fumier frais? Une vache à chie tous les jours. En réalité, les attaques de fumier, t'as du tout frais, du d'hier, du d'avant-hier, c'est comme en boulangerie. Il y a celui d'il y a 2 jours. Mais non, un fumier frais, ça n'existe pas. Et l'hydrolyse des pailles, c'est le début de la décomposition. Et lorsque, notamment la méthode de Mer avait relancé le compostage, mais à l'époque ça se faisait à l'épandeur, donc on ne surcompostait pas, on faisait des composts très jeunes, très nerveux, c'était beaucoup plus adapté à l'agriculture, pour la bonne raison, c'est qu'au début du compostage, le taux de sucre il augmente. Pourquoi il augmente? Parce qu'il y a l'hydrolyse des pailles. Puis après, ce sucre il est consommé à chaque retournement, il va être consommé comme un fou, et vous le savez comment il est consommé? Ça chauffe. Mais alors ça chauffe. Plus ça chauffe, plus vous consommez de l'énergie. Et il y a une limite au-delà de laquelle cette énergie qui était absolument nécessaire au sol, vous l'avez fait au compost. Et vous avez toujours ce problème avec les composts urbains. Parce que les composts urbains, l'objectif n'est pas agricole. Il faut qu'il y ait la réduction des volumes, et il ne faut pas que ça pue. En réalité, on surcomposte, on stabilise. Un synonyme de compostage, c'est stabiliser le carbone. Donc, plus vous allez utiliser des composts urbains à long terme en agriculture, plus vous serez condamné à ajouter de l'azote. Cherchez l'erreur environnementale. Ça fait partie des grands poncifs modernes. Et les engrais verts, ça rapporte aussi du sucre? Ah mon Dieu, c'est la meilleure source de sucre. C'est quoi l'engrais vert? On est bien d'accord sur ce que c'est qu'un engrais vert. On incorpore la biomasse avant floraison. On est d'accord? Qu'est-ce que c'est là-dedans? C'est du sucre, très peu de... Enfin, il y a la cellulose, très peu de lignine. Je vous rappelle qu'une racine va commencer à lignifier à partir de la fleur. Petit détail aussi, je vous entends souvent, et j'entends souvent des agriculteurs dire « je mets des légumineuses pour pouvoir enrichir en azote ». Faites attention qu'un certain nombre de légumineuses ne fixent l'azote qu'à partir de la floraison. Au début, elles fonctionnent comme une graminée. Et deuxième chose, j'ai une grosse inconnue depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous vérifiez si vos légumineuses fonctionnent ou pas? Qui c'est qui vérifie le fonctionnement de ces légumineuses? Il y a des gens fous dans cette salle. C'est tout simplement, vous savez, les légumineuses, elles ont des couilles de fourmis bambara, là, des nodosités, qu'on dit en truc sérieux. Vous la coupez. Vous la coupez. Et lorsque c'est en activité, c'est rose-violet. Lorsque c'est au repos, c'est brun sale. Lorsque ça n'a jamais fonctionné et que ça ne fonctionnera jamais, c'est blanc nacré. Et bien, depuis quelques années qu'on le fait systématiquement, on s'aperçoit que beaucoup de variétés, elles ont des nodosités, donc la bébête a été là à un moment donné, et elle est morte. Et elle ne fonctionne pas. Alors au Pays Basque, j'ai pu identifier une des causes, mais ce n'est pas la cause, c'était la présence d'aluminium dans le sol. Pas d'aluminium échangeable, mais d'alumine, de gypsite. Donc qu'on va avoir notamment dans les sols africains, qui va être un des gros problèmes. Eh bien, vérifiez que vos légumineuses fonctionnent, parce que beaucoup d'échecs en bio viennent de ce qu'on croit qu'il y a eu 60, 70 unités fixées, et il n'y en a pas eu. Parce que comme toutes les herbes, comme toutes les plantes, une légumineuse peut fonctionner comme une graminée, parce qu'elle consomme de l'azote. Je reviens à la question sur les engrais verts. L'engrais vert, notamment chez les gens qui n'ont pas de fumier, ce qui devient un petit peu la règle lorsque vous avez une séparation, la polyculture élevage est en disparition, vous avez d'un côté les éleveurs, de l'autre côté les céréaliers, les millions, etc. Quand vous n'avez pas de fumier, l'engrais vert reste une excellente technique, avec quand même une petite particularité, c'est que l'engrais vert n'alimente absolument pas le compartiment de longue durée, et donc c'est très peu de petites éponges. Au contraire même, elle va favoriser la déshumification, c'est-à-dire qu'elle va favoriser la disparition de l'humus. Vous faites 20 ans d'engrais vert, vous voyez votre taux de matière organique chuter. Donc de temps en temps, il faut rajouter. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est très contraignant, mais notamment en maraîchage. J'essaie d'avoir, moi, dans la rotation du maraîchage, une période de 2 ans d'herbe
Quel est le gros problème? C'est l'immobilisation du terrain. Notamment lorsque vous êtes dans une ceinture maraîchère de ville, le terrain est très cher, vous dites aux gens, ben, pendant 2 ans, ils ne produisent pas, ben, tu sèmes une légumineuse, il faut que tu aies un éleveur quelque part à qui tu fournis les légumineuses. Il y a une organisation à avoir, parce que un des grands systèmes d'accumulation de la matière organique à l'état naturel sont les prairies. Pourquoi dans le Jura on a des taux de matière organique aussi élevés? On est en altitude, et deuxièmement, on est sur des très vieilles prairies. Donc le taux de matière organique est très élevé. Alors quelle est la particularité de ces sols, enfin, de ces prairies? Elles démarrent très tard au printemps, ce qui n'est pas plus mal, puisque nous on peut geler jusqu'au mois de mai. C'est un pays de fou. Et ça rattrape après. Pourquoi? Parce que vous avez une surminéralisation qui va se faire. C'est un système qui est un petit peu décalé, mais c'est typique de la flore et du fonctionnement des vieilles prairies permanentes en montagne. Another question? Je suis agriculteur, je suis éleveur, je sors des figuiers du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Quand faut-il les composter pour garder le maximum d'énergie? Si on ne les composte pas, relativement rapidement, dans les 3 semaines à 1 mois, un figuier qui sortit en décembre, finalement il fait une mauvaise décomposition. Yes. Oui. Là, alors là, il y a une question, elle en a pour 3 jours, 3 heures. Non, c'est un des principaux trucs. Alors, c'est du fumier de stade ou d'entravé? De stabulation. De stade. C'est déjà pas mal. Je dirais avec une certaine ironie, gardez-le le plus longtemps sous les bêtes, c'est déjà mieux. Mais après, à un moment donné, il faut dépoter. Quand les cornes, il n'y a plus de cornes sur les vaches. Nous encore, mais quand elles touchent, il faut quand même enlever. Alors, le gros problème, l'énorme problème, et je vois qu'en Belgique, vous êtes comme en France, vous adorez le lessivage des fumiers. Ben oui. Alors, on va d'abord faire la théorie. Et après, on fait qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon cas. Il y a un gros écart. La théorie, il faudrait avoir un compost très jeune qui n'a que l'hydrolyse des pailles et qui est encore avec tout son potentiel énergétique. C'est un compost que l'on fait en moins de 3 semaines. C'est-à-dire qu'on va le mettre en tas et tout de suite, à la mise en tas, on passe le retourneur. Le retourneur d'Andin, c'est absolument pas une composteuse comme je le vois ou je l'entends. Non, c'est un retourneur d'Andin. Et le premier passage, c'est surtout pour l'homogénéiser. Autrement, vous avez une zone humide, une zone à peu près d'aplomb et une zone trop sèche. En réalité, vous n'avez jamais quelque chose d'homogène. Donc, dès la mise en tas, vous mettez vous passez votre retourneur. La température, si tout va bien, elle monte aux alentours de 65-70 degrés. 8 jours de cette température-là, le cœur du tas est encore à cette température, vous devez retourner en phase chaude. Pourquoi? Le but de l'opération, c'est d'assainir, c'est de tuer les pathogènes, c'est d'inhiber une partie des graines. Si vous attendez, comme c'est écrit dans toutes les littératures, que vous devez faire le retournement au moment où la température redescend, vous n'assainissez pas, vous recontaminez. Moralité, c'est 8 jours après, 8-10 jours après, un retournement, et en général en élevage, ça suffit, on épand 8-10 jours après. Ça, c'est la théorie. D'accord? Deuxième chose, un tas de fumier, quel qu'il soit, fumier simple, compost ou pas, ne devrait jamais recevoir une goutte de pluie. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il va lessiver. Ouais, on doit venir. C'est pas la petite pluie là qui est tombée dessus qui va gêner. Moi, je fais assez vite. On y pleut un coup dessus. Allez, petit dessin. Vous avez un tas là. Un tas qui est un peu près d'aplomb, qui est structuré, qui fermente, hein, parce que là-haut, c'est pareil. Ton fumier, même sous les vaches, il fermente. Obligé, hein. Vous êtes d'accord? Bon, sauf à le passer à moins 40. Au lac Saint-Jean, c'est possible. Au lac Saint-Jean, votre fumier ne bouge pas. Bon, moins 45, il prend en masse. Bon, là, à l'intérieur, ça fermente. Qu'est-ce que ça produit, la fermentation? De la chaleur, du gaz carbonique et de l'eau. Donc, ton tas, il y a de l'eau qui est dedans. Hop. Comme ça. Là, vous commencez à voir apparaître des jus. Quelle est la couleur des jus? Brun noir.
moralité, c'est de l'eau totalement chargée en éléments solubles et en éléments en suspension. Et généralement, c'est le plus intéressant en agricole. Donc, quand vous avez votre tas qui est comme ça, et qu'arrive la première pluie, la goutte, elle ne traverse jamais le tas, jamais. Elle fait ce qu'on appelle un effet piston. L'eau qui tombe au-dessus, elle comprime là, et elle sort les liquides les plus chargés. La première goutte de la première pluie lessive le tas. Perte à la première pluie, 30% d'azote, 30% de phosphore, de potasse, pardon, je mélange, 30% de potasse, le plus mobile, à peu près 25% d'azote et 8 à 10% de phosphore. Le phosphore étant avec de la matière organique en suspension, c'est ce qui donne la couleur. Donc un tas ne devrait jamais connaître la pluie. Quand j'ai fait le cahier des charges de l'agriculture écologique au Japon, qui ne voulait pas de la bio, Hokkaido a été passé en zone écologique. Le gouvernement japonais, qui est un gouvernement autoritaire, c'est tout le monde ou personne. Donc, il ne veut pas faire, il s'en va. En réalité, dans le cahier des charges, j'avais imposé des fumières couvertes, subventionnées à 100%. La fumière couverte, c'est le top du top. Vous pouvez travailler dessous, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous allez pouvoir faire une chose qui va répondre à ta question cette fois-ci. En deuxième, c'est que, entre la sortie de stade, pour des raisons XY, la sortie en janvier, est-ce que tu vas les prendre début février? Vous pouvez rentrer dans vos champs début février, vous? Ouais. Ah, l'hélicoptère va bien, mais vous n'en voulez pas. Bon, vous allez prendre bien l'hélico. Oui, oui, en plus, parlons pas de la réglementation, je vais m'énerver. Ceci dit, la contrainte réglementaire est plus dure que la contrainte technique. Bon, je ne parle que technique, je ne veux pas me fâcher. Je suis déjà fâché pas comme la France, je ne veux pas me fâcher des copains Belgique, je ne veux pas me fâcher. Non, donc, théoriquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait conserver le fumier pour le composter 10-15 jours avant l'épandage. Ça, c'est la théorie. Comment est-ce qu'on conserve du fumier? C'est simple, mais vous avez la réponse. Éleveur, comment tu conserves ton fumier? Tu pourrais le conserver comment? En le tassant comme un ensilage. Et en foutant une bâche d'ensilage dessus. On arrive à peu près à garder un fumier avec une valeur pas trop mauvaise pendant 1 an, comme ça. Il faut le tasser au tracteur. Alors, confondez pas tassement et compostage. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tasser tous les fumiers. Le fumier que vous voulez composter au bon moment, vous devez le conserver. Et pour le conserver, vous allez le tasser. Et puis, 15 jours avant, ou 3 semaines avant l'épandage, parce que ce n'est pas non plus à 1 jour près, vous allez pouvoir le composter, comme je vous le disais. Alors, je dois citer mes sources. Tout ce que je vous dis est intégralement piqué à M. Jacques Petit. Je vais piquer, mais avec son accord. Hein. Là, vous toujours citer ses sources. Donc, à ce moment-là, tu as vraiment le fumier à l'optimum, y compris sur les rendements. Et là, avec des doses relativement faibles, on arrive à faire des rendements tout à fait corrects parce que vous avez un fumier qui n'a rien perdu. Et si je veux me mettre bien du côté de la réglementation, n'oubliez pas que toute perte est une pollution. Perte économique, perte agronomique et pollution. Et là, quand même, à gagner en faisant tout ça. Alors, chez nous, après moult années de discussion, j'ai eu en stage un ancien géologue du BRGM qui avait été embauché par l'agence de l'eau pour étudier les pollutions diffuses d'origine agricole. Il a réussi à faire passer au bout de X années que l'agence de l'eau, qui est une agence financière, finance les fumières couvertes. Et parcourez la zone à compter maintenant, beaucoup d'agriculteurs sont dotés de fumières couvertes. Et il n'y a pas photo, hein, vous avez un gain, y compris en fertilisant. Alors je suis d'accord, quand on est comme ça d'emblée, c'est beaucoup de boulot. Avec l'organisation, c'est pas si compliqué. Ça répond à la question ou pas? Alors, si vous n'avez pas de fumière couverte, vous me le bâchez, fumier de vache bâché avec du feutre, parce qu'il est trop humide, donc ça va l'évaporer. Fumier de mouton, fumier de cheval, fumier de lapin, quoique le fumier de lapin industriel, c'est plutôt de policier. Vous mettez une bâche plastique pour garder l'eau. Et du mouton aussi. Alors,
Vous voyez, il a un poulet. Alors, le poulet, le problème du poulet, sur quelle litière il est? Paille. Alors, ça, c'est le top. Parce que le gros problème, c'est pas où ça vient. Il vaut mieux de la paille parce que énormément de poulets sont sur des litières de sciure. Et la sciure de bois, c'est l'horreur. Pourquoi? Compartiment ligneux. Alors, vous avez deux produits qui se comportent absolument pas du tout de la même manière. Donc, ça n'ira pas dans le sol et vous allez avoir d'énormes problèmes de structure dans le sol parce que ça ne fera pas fonctionner. Sur paille, même topo. Alors, il n'y a pas trop de paille. On fait ce qu'on a. Hein. Vous savez, il y a que dans les livres qu'on voit qu'un compost idéal, c'est tant de kilos de paille. Chez nous, là, les éleveurs chez nous, ils mettent la paille pour le confort des vaches, hein, pas pour le compost. Alors, le gars qui produit sa paille, il va en mettre 8-10 kilos par vache par jour. Celui qui l'achète, il en met 3. On fait que ce qu'on a. On peut très bien composter un fumier qui a que 3 kg par vache par jour. Alors, les poules, quelquefois, on est obligé de rajouter un peu de paille. Ben, on a intérêt, pour soit rajouter un peu de carbone dans un produit aussi riche en azote volatile, ça gagne de l'azote. C'est le meilleur moyen. Vous oubliez tous les additifs à la con, là. Vous savez, les additifs, ça enrichit le vendeur, jamais l'acheteur. Les additifs, ça ne sert à rien. Vous mettez du carbone pour fixer l'azote. Point. Et tu rajoutes un peu de paille et ça te fera du sucre dans ton eau. C'est pas tout à fait faux. Il faut aussi couvrir et passer. Yes, monsieur. Ah non, mais ça, je suis Formel. Je suis formé. Alors, un tas qui reste une saison, dehors. Alors, ça dépend de la pluviométrie. Vous avez quoi chez vous? Vous êtes au-dessus de 1000 ou en dessous de 1000? C'est le désert chez vous. C'est le Ténéré chez vous. Là, moi, je suis à 2000, moi. Hein, donc, je pense à 1800 et 2000. Bon, alors, chez nous, pays de fou, bon, premier plateau, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 1500 mm, perte en potasse sur une saison, sur un fumier, 80 à 85%. Et si cette potasse, vous allez la racheter. Il faut la racheter. Il n'y a pas de pétard parce que vous ne pouvez pas faire une agriculture sans. Vous voyez, dans le cadre de l'optimisation que je vous disais tout à l'heure, on va faire les dosages à trucs et on va aller racheter des produits qu'on a laissés de camp. Vous savez, les Jurassiens, nous, on a quand même. On n'est pas pauvres, on n'est pas riches, mais c'est parce qu'on est d'abord, on est râteaux comme pas. Ça aide. Ça aide. Donc, vous voyez cette bâche-là, la bâche, alors, quelle est la durée de vie d'une bâche? En Haute-Saône, les cumats de compostage, les gars sont regroupés. Alors, c'est pareil. C'était des éleveurs qui s'étaient regroupés. Alors, n'oubliez pas que dans des zones d'élevage comme chez nous, avec des hivernages de 6 à 8 mois, à la sortie de l'hiver, c'est une cathédrale de merde que vous avez derrière. C'est pas un petit tas de compost de médecin qu'il faut faire. Comme aurait dit François Doll, que tu connais bien, il avait calculé, il y avait un grand spécialiste qui était venu lui dire, il faut faire des petites tas, oui, j'en ai pour 32 km. Non. Eh bien, c'est un problème d'organisation du chantier de compostage. Alors, vous savez, on a un réflexe, les Français, c'est très simple. Vous exposez de nouvelles choses, c'est pas possible. Premier réflexe. Ah, c'est trop compliqué, tu vois pas le boulot. Un Nord-Américain, Canadien ou Américain, ça coûte combien? Si au bout du compte il gagne, il le fera. Français, ça va être très dur à faire modifier les habitudes. Alors, de but en blanc, ah oui, il faut que je bâche, il faut que je compote. Une fois que vous avez organisé votre truc, c'est pas si compliqué que ça. Alors, si je reviens à la climat de compostage de Haute-Saône, les composteurs, les gars, bon, tu nous fais celui qui avait un jeune qui était là, il dit, c'est pas si compliqué que ça, ce qu'il nous demande et redit là, on va quand même faire l'essai, il faut changer notre calendrier. Voilà une bonne réflexion. Puis finalement, ils ont organisé, ils ont acheté des bâches en commun, etc. Alors, durée de vie d'une bâche, entre 12 et 15 ans. Alors, ils ont automatisé, la bâche, elle est enroulée et déroulée par leur tourneur. Il accroche dessus, il y a tout un système. J'ai vu que vous faisiez des voyages, de temps en temps, vous pouvez faire des voyages là-bas, là, en plus, ils reçoivent bien. Et les hivers sont longs, hein, chez nous. Donc vous voyez, le travail des fumiers, si on les regarde vis-à-vis de l'énergie, alors là encore, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, hein. Quand je parle d'énergie, moi, c'est pas d'énergie mystérieuse, c'est comme ça. C'est du sucre, c'est de la chaleur, c'est de la lumière, c'est des choses, c'est du BABA, du gros BABA. Qu'est-ce que vous pensez des composts de déchets verts? Alors le compost de déchets verts, comme je vous le disais, le gros problème, ça s'appelle la vraie fausse bonne idée environnementale. Alors déjà, dans les déchets verts, vous avez tout.
Je pense que la Belgique, c'est comme la France, c'est-à-dire que nous avons une civilisation périurbaine, du pitbull et du tuya. Alors le pitbull dans le compost, c'est génial. Ça fait fermenter, c'est bon. Par contre, le tuya, si dans un compost de ville, vous avez plus de 30% de déchets de tuya, c'est l'horreur totale. Le tuya contient des terpènes qui sont des antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment pour ne pas faire fonctionner un sol. Promenez-vous dans une pinette, promenez-vous, allez au Canada où le tuya est endémique. Lorsque vous mettez en culture un sol sur des friches de tuya qui ont des années, il faut 5 à 6 ans d'engrais azotés pour arriver à diminuer la pression des terpènes. Donc, tuya et le cyprès, c'est la même chose. oui, tout ce qui est résineux. Tout ce qui est résineux. Par contre, qui a la cire, là, le laurier, il est un petit peu plus lent à dégrader, il est très lent, mais il n'est pas antibiotique. Le tuya, il est antibiotique. Du point de vue strictement biologique, c'est biostatique. Donc, les composts de ville, il faudrait séparer. Déjà. Deuxièmement, l'objectif d'un composteur de ville, c'est de réduire les volumes et qu'il n'y ait pas d'odeur. Moralité, on vous donne un produit qui est trop stable. Beaucoup trop stable. Quand vous utilisez ça, y compris en arboriculture, vous avez linéairement une chute de rendement. Tout simplement parce que ça perturbe le cycle de l'azote. Il y a incompatibilité entre l'objectif agricole et l'objectif d'un composteur. C'est pas que le compost n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas fait pour une utilisation agricole nerveuse. Alors pour faire du sapin de Noël, pour faire du hubé, le top du top. Faire de la céréale, ça fait plus dur. Naturellement, ça consomme de l'azote. Hein. Alors n'oubliez pas que dans vos gestions azotées, si vous utilisez ce type de compost, alors c'est jamais la première année. Pourquoi? Parce que les premières années, il reste quand même dans le compost de déchets verts, qu'est-ce qu'il y a? La fameuse fraction minérale qui est du minéral, donc c'est de l'engrais ça. Il y a un peu d'azote, il y a un peu de kilotonnes, un truc comme ça. Ben, vous mettez 30 tonnes de déchets verts à 2 pour 1000. Ça fait 60 unités. Donc la première année, ça assure votre culture, et lentement, vous avez le reliquat organique qui s'accumule. Alors vous le dosez au labo. Oh ben je suis content, j'ai ma matière organique qui est remontée. Mais non, cette matière organique, elle est trop stable. Elle est beaucoup trop stable. Alors, madame, il y a une question de madame, je peux passer madame, alors c'est ça un français. Ça va, merci. Voilà, je parle ici au nom d'un groupe de pépiniéristes, d'un centre d'essai qui a un cadre sur le groupe de pépiniéristes. Ces pépiniéristes sont des producteurs d'arbres. Chaque année, il y a des déchets, il y a des incendies, etc. On essaie de les valoriser. Alors, on en fait un compost, c'est-à-dire, donc on fait un compost à partir de ces arbres invendables. Donc on les broie et puis à cette fraction de bois broyé, on ajoute, c'est un compost qu'on démarre en avril-mai, et on ajoute une fraction de fumier, une fraction de paille, une fraction de verdure, d'herbe, qu'on a sur la main à ce moment-là. On fait les engrais, on suit la température, on retourne régulièrement, et pendant est-ce que c'est bon pour régénérer les sols ou est-ce qu'on n'est pas dans le... Alors, au point de vue compostage, là, ce que je viens d'entendre, c'est exactement la bonne technique de compostage. La question qu'il faut se poser en agricole, c'est est-ce que j'ai besoin de ce compost-là pour produire des choses qui demandent de la nervosité? La réponse est clairement non. Donc, nous, on produit des arbres. Voilà. Pas des... Alors, le problème pour la production de l'arbre, ça sera lors de la mise à fruit. Lorsqu'on a, alors, dans les vergers, à l'état naturel, on a déjà un système d'accumulation un peu plus fort, mais, et c'est là où on revient tout à l'heure, j'expliquais, on m'a dit Monsieur Nini, parce que dans les dosages qu'on fait au laboratoire, nous, on a mis au point une technique qui nous permet d'évaluer dans le sol la matière organique déjà accumulée, qui ne participe pas à l'activité biologique intense. Donc c'est ni minéralisé, ni humifié, d'où l'appellation Nini. En plus,
c'est une chanson de Salas de légionnaire. Ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Donc ce fameux Mini, dans les vergers, naturellement, il y en a déjà un peu plus pour des raisons de fonctionnement des arbres. Mais il y a un moment donné où l'apport permanent de compost de plus en plus stable nous pose un problème de rendement sur la mise à fruit. Et on a eu le cas en Seine-et-Marne, notamment, où le gars était en bio, il pensait qu'il n'avait pas encore assez composté, mais il y a eu carrément une chute de rendement complet, parce que au moment où la reprise de l'azote du bois était finie, et que le sol aurait dû fournir cet azote à la plante, le sol ne le fournissait pas. C'est-à-dire le relais que le sol ne se fait pas, c'est le nini qui consomme pour sa propre décomposition, et il le relargue à la fin de la saison par mort des corps microbiens. Moralité, on a un outement qui se fait mal. Alors, le gros problème qu'on a, c'est que ça se voit au bout de 10-15 ans, et après on a d'énormes problèmes. Alors on évoque le problème sanitaire, on évoque en vignoble, la flavescence dorée, tout ça. En fait, on a aussi un dysfonctionnement entre l'arbre et le sol. Et généralement, l'accumulation organique va nous poser ce problème-là. Et c'est vrai que, dans ce que vous me dites, je vous dirais enlever le bois, puis ce sera... Vous voyez, alors que faut-il faire avec le bois? C'est vrai que c'est un sacré problème. Alors, le Jurassien que je suis, nous, on a résolu le problème. Hein. On fait du chouage à plaquettes. Hein. Donc ça a résolu le problème, mais inévitablement, avec tout ce qui va être les déchets de bois, les composts de bois, à moyen terme, on a des pépins. Alors actuellement, un des conseils que je fais, on l'utilise beaucoup, nous, ce genre de compost, c'est où? Sur les talus d'autoroute, parce qu'au bout de 5-6 ans, ça diminue la croissance de l'herbe. Voilà. Alors, notre compost, on le restitue aux pépinières, donc aux cultures d'arbres, pas en arboriculture. Et puis, voilà, c'est pas en arboriculture. Ça, c'est OK, parce que vous faites un substrat de culture. Hein, c'est beaucoup mieux que de mettre de la tourbe. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, ça fait des années que je pleure en maraîchage pour qu'on utilise ce type de compost-là pour faire les petites mottes par rapport à la tourbe. Parce que c'est de l'accumulation, mais nettement moins dangereuse que la tourbe, etc. Vous voyez, il n'y a pas de perfection, hein, mais alors en production, je serais très très mitigé. Sur la pépinière en démarrage, OK, pas de problème. Mais vous aurez quand même une limite à un moment donné, c'est que vous allez tourner que sur de l'organique, et là vous aurez des problèmes de racines, des problèmes de maladie de racines. Mais vu l'occupation du terrain, on ne sait quand même pas en apporter chaque année. Une fois que les arbres sont ajoutés, donc c'est une fois tous les 6 ans. Ah oui, c'est pas l'accumulation. Mais par exemple, vous m'écrivez toute l'année, je vous dis les problèmes qu'on a eus, notamment, contrairement à ce qui se raconte, hein, le BRF par exemple, au bout de X années, c'est les maladies de racines, tout bête, hein, tout simplement, parce que vous avez une très mauvaise gestion de l'eau qui va se faire. Ça se retourne contre vous, vos petites éponges, elles sont comme les éponges 4 d'eau, elles n'en relarguent pas assez. Donc c'est pour ça qu'en agricole, on est bien, parce que c'est toujours, il faut que ça soit ni trop peu. Hein. Et quel est le bon équilibre? Ben là, c'est très régional, ça va dépendre déjà de votre existence, de votre sol, et puis comment il a fonctionné. Et ce qui est valable en pépinière, hein, moi je me souviens à Nantes, avec Jacques Petit, c'est Jacques qui était venu intervenir, et puis j'avais fait ma sortie habituelle contre le BRF, Jacques, Canadien, le disant avec l'accent, ça passait bien mieux, hein, ça fait beaucoup mieux. Puis il y a tout d'un coup, il y a un gars de la salle qui nous dit « Oh, pas d'accord avec vous, moi voilà, 15 ans que je fais du BRF, ça marche impeccable. » Je monte en pression, comme vous pouvez voir, je peux monter, et Jacques me dit « Laisse. » Et puis il dit « Vous faites quoi ?» Puis le gars me dit « Je fais du muguet. » Bon, ok, pas de problème. Et le muguet, au contraire, moins il y a de sol, mieux il se porte. C'est une plante de sous-bois, c'est une plante qu'il faut aller très très vite, et on lui demande comment tu pilotes l'azote à l'ammonitrate, avec son support, et c'était du muguet. Donc là, je m'étais fait avoir, le gars, et après il est venu me voir en disant, je savais bien que j'allais vous faire des marées. Bon, alors... je me présente, donc je suis principalement céréalier, on n'a pas de détails, et alors on est toujours à se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à aller chercher des fumiers de bovins, ou plutôt travailler la paille hachée, et aller chercher de matière organique de la paille hachée? Les deux, mon militaire. Je veux dire par là que un des grands drames qu'on a eu, il y a que les plus anciens qui s'en souviendront, à l'époque on brûlait les pailles en Beauce, hein, mais ça brûlait on se demande comment les gens réfléchissaient, hein, donc on brûlait les pailles alors qu'il n'y avait plus de source de fumier. Moralité, les sols de Beauce se sont quand même effondrés en 30 ans, c'est quand même astronomiquement rapide. Là encore, n'oubliez pas l'échelle de temps, hein.
Je vous ai dit que j'étais géologue, moi j'ai travaillé longtemps, millions d'années, un sol ça va très très vite. Donc un céréale, faire céréale sur céréale, je dirais même que si vous pouvez augmenter la taille de vos chaumes, il faut trouver le juste équilibre pour pouvoir restituer au maximum. Alors n'oubliez pas simplement de mettre une source d'azote sur vos chaumes, qui ne sera d'ailleurs pas du tout lessivée. Hein. C'est grosso modo c'est 10 à 12 unités à l'hectare, hein, pas plus. Soit sous forme d'un purin. L'idéal, c'est un peu de lisier sur du chaume. Là, ça peut tourner admirablement pendant des années. Parce que le chaume d'une céréale, lui, il a atteint son stade physiologique de fin de parcours, il a de la cellulose, il a de la lignine, il a du stable, la paille de blé est très cirée, la paille d'orge ne l'est pas, la paille d'avoine ne l'est pas, mais tout ça, ça va vous faire un turnover qui, sous nos climats, peut admirablement jouer. Donc, si vous avez des pailles sur lesquelles vous pouvez mettre un lisier ou une source d'azote, ça peut tourner pas mal. Alors, là encore, on peut aussi mettre une dérobée ou réincorporer avec du verre, mais ce n'est pas obligé d'aller chercher du bovin. Par contre, si pour des raisons économiques, vous diminuez considérablement vos chaumes et qu'il n'en reste pas assez, il va rester que principalement la racine. Dans ce cas-là, il vaudra mieux avoir un peu de fumier de bovin, si possible. Si on gèle avec des citons, dans des engrais. Tout à fait. À partir du moment, voilà. Après, il y a un problème, là c'est pareil, l'organisation. Hein, à partir du moment où vous laissez la paille, c'est parfaitement jouable. Alors simplement, vous le savez mieux que moi, votre paille, vous devez la faire travailler avec une source d'azote, autrement, en début de culture, c'est la culture qui va trinquer, parce que lorsqu'une plante est en concurrence avec un microbe, elle est toujours déficitaire, la plante. Pourquoi ? Le microbe utilise principalement de l'ammoniac et la plante utilise principalement du nitrate. Or, pour transformer l'ammoniac en nitrate, il faut un cycle microbien, un cycle d'oxydation, et qui, lui, va nécessiter une source d'énergie, etc. Puisque, en fait, ils vont le prendre dans l'ammoniac, et le microbe étant là pour lui-même, il va d'abord utiliser l'ammoniac. C'est pour ça que c'est toujours la plante qui est perdante. Tout le temps, hein, lorsqu'ils sont les deux en concurrence. Ça répond à la question à peu près ? Vous faites oui, c'est vrai, ça répondait à la question ? Un peu. Alors attendez, une question. Oui, une question. Qu'est-ce que vous pensez d'un produit qui arrive depuis quelques années, c'est l'IGESTA de biométhanisation, au niveau composition et au niveau composition microbienne? Marlene Zolbach.